On dit qu'un poulet est un symbole de confort domestique. Mais essayez de survivre avec ce confort quand la dévastation, la ligne de front et la famine vous entourent. Printemps 1942, région de Moscou. Les hommes sont au front. Les femmes et les personnes âgées portent le poids de la ferme collective. Dans le village de Boroviki, près de Kolomna, grand-mère Akoulina gardait 15 poules. Elles vivaient sous un banc, mangeant des déchets d'avoine trempés. Mais ce sont leurs œufs qui ont sauvé les enfants ce printemps-là, quand le pain n'était disponible qu'avec des cartes de rationnement. Une voisine, Marfa d'une métairie voisine, se souvenait que le poulailler ne sentait pas le fumier, mais l'espoir. Et elle n'exagérait pas. À l'époque, chaque village savait, sans poules, il n'y a pas de famille, sans famille, il n'y a pas de vie. Après la guerre, dans les années 50, lors de la consolidation des fermes collectives et de l'élimination des propriétaires privés, ces poulaillers furent brûlés et, avec la fumée, ce savoir même monta au ciel. Quelle quantité de volailles est nécessaire pour vivre et pas seulement pour survivre? Voici le paradoxe. À une époque où nous avons des satellites en orbite, nous cherchons à nouveau la réponse à une question que nos arrière-grands-mères connaissaient déjà. De combien de poules avez-vous besoin pour nourrir une famille et ne pas devenir fou par le travail? À l'époque, dans l'URSS d'après-guerre, tout était simple. 10 poules pour les œufs, un coq pour la soupe, un porcelet pour l'automne. Mais quand l'économie a commencé à s'industrialiser, on nous a convaincus qu'une poule de basse-cour est inefficace, qu'il faut une production à grande échelle, des aliments composés et du contrôle. Et voici le résultat. Les rayons sont pleins, la saveur a disparu et les villages sont vides. J'appelle cela une conspiration économique servie avec un accompagnement de modernisation. Pensez-y. La nature ne peut être brevetée. On ne peut pas tamponner une graine qui germe sans produits chimiques. Et on ne peut pas privatiser une poule de basse-cour qui pond un œuf sans antibiotiques. Mais on peut fabriquer un aliment avec une formule secrète et vous vendre ce que votre grand-mère faisait elle-même. C'est là que se trouve le vrai business. Et plus les gens cessent de garder leurs propres oiseaux, plus la dépendance vis-à-vis des usines augmente. Mais regardons la biologie, pas l'idéologie. Une poule est une créature d'une biochimie précise. Son corps nécessite 18 acides aminés, dont 9 sont essentiels. Les régimes industriels sont dominés par la lysine et la méthionine, bon marché et synthétique. Mais dans une alimentation naturelle avec du millet, des graines de citrouille, des orties fraîches et de la farine de poisson, l'équilibre est différent. Il y a plus de tryptophane, et il ne s'agit pas seulement de productivité, c'est l'hormone du bonheur. La poule est calme, l'œuf est solide. Stress, et la coquille est molle. Le blanc est aqueux, car le cortisol agit aussi chez les oiseaux. C'est de la biologie, pas de la romance. Quand je parle du nombre magique d'animaux, je ne parle pas de mysticisme, je parle de biophysique. Tout système vivant, d'une fourmilière à une ferme, a un seuil d'autosuffisance. Moins, et le système meurt à cause des coûts. Plus, et il se noie dans le chaos. Dans les parcelles privées soviétiques, on le savait sans formule. 25 à 30 poules, c'est la limite où la maîtresse de maison peut tout gérer elle-même et avoir encore du temps pour le jardin. Mais si vous voulez plus que des œufs sur la table, si vous voulez une vraie économie, vous devez passer à l'échelle supérieure. Pas comme dans les exploitations agro-industrielles où un oiseau vit 45 jours et meurt sur un tapis roulant, mais comme il le faisait dans les anciennes artelles. Prenez un exemple de la région de Kostanay, 1974. Il y avait une ferme collective, l'artel Kirov. Ils ont construit un poulailler commun pour 500 têtes sans produits chimiques ni additifs importés. L'aliment était composé d'orge locale, de luzerne et de coquillages du lac. En hiver, ils ont installé un poêle, utilisé des ampoules à incandescence pour l'éclairage, et c'est tout. Le résultat, 260 œufs par tête et par an sans aliments composés ni hormones. Pourquoi cela a-t-il disparu? Parce que de telles fermes étaient ingérables d'en haut. Elles se nourrissaient elles-mêmes, pas le plan. Aujourd'hui, l'industrie nous vend l'idée que la petite échelle est inutile, que le naturel n'est pas rentable et que l'ancien est arriéré. Mais les chiffres disent le contraire. Les oiseaux en liberté dépensent 20% de moins en nourriture grâce à leur régime de recherche naturelle. Leur immunité est 40% plus élevée et la mortalité est plus faible. Et notez bien, l'œuf se conserve une fois et demie plus longtemps car il contient plus de lécithine et de vitamine E. Ces vitamines sont des conservateurs naturels. Elles n'ont pas besoin d'être synthétisées. Elles sont un cadeau du soleil et de l'herbe. Donc, si vous gardez 50 poules aujourd'hui,
et pensez que c'est suffisant, sachez ceci. Vous êtes au même niveau que ces villages d'après-guerre. Vous survivez, vous ne vivez pas. Pour vivre, il faut aller au-delà du romantisme. Il faut connaître l'économie de l'auge. Combien de grammes de grains par gramme de protéines? Comment fonctionne l'enzyme lipase lors de la digestion de l'orge? Pourquoi un manque de calcium dans le régime affecte-t-il non seulement la coquille, mais aussi le système nerveux de l'oiseau? Car le stress chez une poule n'est pas une métaphore. C'est une libération spécifique de cortisol qui freine la production d'œufs. Et voici mon conseil si vous débutez. Premièrement, ne croyez pas au marketing des aliments composés. Faites le vôtre. Orge, maïs, un peu de farine de poisson, foin de luzerne, coquillesse broyée et surtout de la craie. Deuxièmement, ajoutez des herbes, du trèfle, de l'ancérine et des orties au régime. C'est un complexe vitaminique naturel, riche en méthionine et biotine. Troisièmement, si vous avez 50 poules, visez les 150, mais ne vous précipitez pas. Que chaque dizaine d'oiseaux soit une étape vers la stabilité, pas vers le chaos. Et maintenant, réfléchissez-y philosophiquement. Autrefois, un poulailler n'était pas un business, mais un symbole d'indépendance. Il se trouvait à côté du bain, du puits, tout ce dont vous aviez besoin pour vivre de manière autonome. Et c'est peut-être précisément pourquoi l'industrie a tant essayé de transformer le poulet en produit d'usine. Parce que l'autonomie n'est pas rentable pour le système. Mais tant que nous nous souviendrons de l'odeur d'un œuf frais et du son des caquettements matinaux sous la pluie, ce souvenir sera plus fort que tous les brevets. Le savoir ne survit que si nous le transmettons. Il existe un endroit dans chaque cour de village où les odeurs, le bruit et l'histoire convergent. C'est le poulailler, qu'il soit en bois, en argile ou en parpaing, avec un trou dans le toit ou poli comme un sous-neuf, il recèle quelque chose que vous ne trouverez pas dans un supermarché. La vraie biologie. À l'époque soviétique, même les agronomes le savaient. Les archives conservent encore des rapports de stations expérimentales agricoles. Par exemple, dans la région de Vitebsk, en 1961, des essais comparatifs d'alimentation ont été menés pour des poules de la race locale saumon de Zagorsk. Les scientifiques notaient alors l'ajout d'avoine germée et d'ortie séchée augmente la production d'œufs de 23% sans augmenter les coûts. Il n'y avait ni prémélange, ni stimulants synthétiques à l'époque, juste la logique brute de la nature. Mais que s'est-il passé ensuite? L'industrie est arrivée. Dans les années 80, des croisements commerciaux comme la Lohmann Brown et la Highline White ont été activement introduits dans les régions de Belgorod et de Minsk. L'oiseau est beau et l'œuf est gros, mais sans nourriture. C'est comme un appareil sans batterie. Il nécessite un ratio précis de protéines, 16-18%, de calcium, 3,5%, et de phosphore, 0,45%. Sinon, il s'arrête de pondre. Et c'est là que le piège technologique a commencé. Les aliments faits maison ne suffisaient plus. Les gens ont commencé à acheter des mélanges prêts à l'emploi. Et qui les produisait? Des usines. Des usines contrôlées par les mêmes personnes qui faisaient le commerce des céréales, des additifs et des médicaments. Ainsi, l'individu a perdu sa souveraineté sur son propre petit déjeuner. Regardons ce qu'il y a de si secret dans ces aliments. Si vous lisez les petits caractères sur les sacs d'aliments composés, vous verrez des abréviations comme DL, méthionine, L-lysine, chlorure de choline, fumarate ferreux et oxyde de zinc. Tout cela semble bénéfique, mais il y a une nuance. La plupart de ces substances sont synthétisées à partir de pétrole et de gluten de maïs dans des conditions industrielles. Le problème n'est pas qu'elles soient nocives, mais qu'elles soient mortes. Elles ne portent pas de micro-organismes et n'interagissent pas avec la flore intestinale vivante de l'oiseau. Pourtant, c'est le microbiote qui est responsable de l'absorption du calcium et des vitamines B. Un oiseau sous produits synthétiques a toujours l'air soigné, mais sauter un jour d'alimentation et tout s'effondre. Au village, ce n'était pas comme ça. Des millions de bactéries vivaient dans chaque fosse à fumier, et alors que la poule grattait la litière avec ses pattes, elle recevait des probiotiques naturellement. Ce n'est pas de la saleté, c'est un écosystème. Maintenant, rappelez-vous l'odeur d'un poulailler industriel, l'ammoniac. Il n'y a pas de bactéries là-bas. Tout est stérile et mort. C'est pourquoi, autrefois, un œuf sentait le soleil, et maintenant il ne sent rien. Maintenant, quelques chiffres. Un oiseau ayant accès à la verdure et aux insectes produit un œuf avec une teneur en acides gras oméga 3
3 fois plus élevé qu'un oiseau en cage. La différence en vitamine D va jusqu'à 5 fois. C'est de la biochimie pure, pas de la nostalgie. Le soleil fournit l'ultraviolet, l'herbe fournit les caroténoïdes et les insectes fournissent la protéine de chitine. Ce ne sont pas seulement des nutriments, ce sont les bâtisseurs de l'immunité. Quand une poule picore un coléoptère, elle obtient du chitosane, un antiseptique naturel qui renforce les muqueuses. C'est pourquoi les oiseaux de basse-cour ont moins de maladies respiratoires que les oiseaux d'usine, où l'air est filtré et les lampes sont stériles. Maintenant, pour l'argent. Savez-vous pourquoi les œufs de style villageois ont disparu des magasins? Pas parce qu'il n'y a pas de demande, mais parce que la nature ne peut pas être standardisée. Chaque poule pond différemment. Certains œufs sont plus gros, d'autres plus petits. Certains ont des jaunes orange foncé, d'autres sont jaune citron. Essayez d'emballer cela sous un seul code-barre. Ce n'est pas rentable pour une usine. Et quand la standardisation devient une religion, tout ce qui est vivant disparaît. Passons à des calculs réels. Si vous gardez 100 poules et que chacune pond en moyenne 0,8 œufs par jour, en tenant compte des pauses saisonnières, cela fait 80 œufs par jour, soit 2400 par mois. À un prix moyen de 7 roubles par œuf, cela représente 16 800 roubles de revenus. L'alimentation prend environ 4,5 kg par jour, soit environ 18 sacs par mois. À un prix de 1200 roubles le sac, cela fait 21 600 roubles. Vous êtes déjà dans le rouge, n'est-ce pas? Mais imaginez maintenant que vous n'achetiez pas l'aliment. Vous le fabriquez vous-même. Vous prenez un mélange de céréales, 40% d'orge, 30% de maïs, 15% de blé, 10% de tourteaux de tournesol et 5% de farine de poisson. Le coût est de 750 roubles le sac. L'économie est de 8100 roubles par mois. Et si vous ajoutez de la farine d'herbe, des restes de cuisine et votre propre grain, les coûts chutent encore plus. C'est la différence entre un passe-temps et un profit. D'ailleurs, il existe un vieux secret de village, l'aliment fermenté à la levure. Il l'appelait le levain. Vous prenez de l'eau tiède, ajoutez un peu de farine, de la levure et des céréales concassées et laissez reposer une journée. Vous obtenez un aliment fermenté riche en lactobacilles. Cela augmente la digestibilité des protéines de 12 à 15% et réduit la consommation de céréales. C'est ce qu'ils vendent en Occident maintenant comme aliment fermenté pour de grosses sommes, mais nous le faisions dans chaque cour. Maintenant, concernant le climat. En Asie centrale et dans le sud du Kazakhstan, la chaleur estivale atteint 45 degrés C. Là-bas, les poulaillers sont en pisé, argile et paille, avec des murs d'1 demi-mètre d'épaisseur. Il y fait frais à l'intérieur, même à midi. En hiver, ils installent un poêle en terre cuite avec une cheminée. En Biélorussie, c'est l'inverse, humidité et froid. Là, ils utilisaient une litière de tourbe et de foin de 20-25 cm d'épaisseur, qui génère sa propre chaleur en se décomposant. La litière biothermique est une invention brillante, oubliée avec l'arrivée des normes européennes. Elle retient la chaleur, crée des bactéries naturelles et élimine presque l'odeur d'ammoniac. C'est pourquoi les anciens systèmes étaient vivants. Ils ne nécessitaient ni électricité, ni antibiotiques, ni mangeoires en plastique. Ils étaient durables. En eux, tout est interconnecté. Fumier, engrais, verdure, aliments, œufs, nourriture, plumes, oreillers. Maintenant, tout cela a été séparé comme si la nature était une usine. C'est le moment idéal pour ramener ce savoir. Construisez votre poulailler, non pas à partir d'une photo Pinterest, mais avec intelligence. Le mur sud doit être transparent, polycarbonate ou vieille fenêtre pour capter la lumière, ventilation par un tuyau avec un registre, un sol en terre battue avec une litière profonde d'au moins 20 cm, un nid, une mangeoire et un abreuvoir pour 10 poules. Au moins 0,3 mm d'espace par tête à l'intérieur et 1 mm équilibré dans le parcours. Ce n'est pas un caprice, c'est la psychologie de l'oiseau. En cas de surpopulation, le taux de sérotonine chute et le cannibalisme commence. Oui, les poules deviennent aussi folles à cause du confinement. Et maintenant, rappelez-vous de l'eau. Beaucoup sous-estiment cela. Une poule boit 2 fois plus qu'elle ne mange. Pour 100 têtes, cela représente jusqu'à 20 litres par jour. Si l'eau est tiède ou sale, la production d'œufs chute instantanément. L'eau doit être propre et fraîche, pas en dessous de plus 110 degrés C en hiver. Ajouter du vinaigre de cidre de pomme fonctionne bien, 1 cuillère à soupe par litre.
Cela réduit la charge bactérienne, renforce les intestins et améliore la saveur de l'œuf. C'est une méthode ancienne, encore utilisée aujourd'hui dans les villages de la région de Gomel. Ainsi, étape par étape, vous vous approchez de cette frontière même entre survie et prospérité. L'essentiel est de ne pas avoir peur de calculer avec des chiffres plutôt qu'avec des émotions, mais rappelez-vous, les chiffres sans âme sont morts. Un oiseau n'est pas une machine. Il respire, ressent et se souvient de la voix de son propriétaire. Et si vous le traitez avec respect, il vous le rendra au centuple. C'est la véritable philosophie de l'autonomie rurale. Non pas dans le fait de faire un business des œufs, mais dans celui de réclamer le droit de vivre selon les lois naturelles. Quand votre nourriture pousse sur votre terre, pas dans une usine. Quand vos mains connaissent le prix du grain, pas seulement un code-barre. Cela peut sembler naïf à l'ère des drones et des places de marché. Mais comme disait grand-père Fiodor de la région de Koursk, qui a survécu à la crise de 1993 avec 20 poules et une chèvre, le monde s'écroule, mais la poule pond, cela signifie que nous pouvons vivre. Et il avait raison car une poule n'est pas seulement un oiseau. C'est le dernier bastion de l'autosuffisance. Et si nous voulons survivre non pas comme consommateurs, mais comme des personnes, nous devons apprendre à nouveau comment nourrir nos poules, et par conséquent, comment nous nourrir nous-mêmes. Quand je dis que la science vit dans chaque poulailler, beaucoup sourient d'un air narquois. Il ne devrait pas. N'importe quelle grand-mère d'une métairie des années 1970 en savait plus sur la biochimie qu'un technologue d'agro-industrie moderne diplômé. Elle n'utilisait simplement pas ces mots. Elle disait « La poule mue, donne-lui une carotte, son sang se refroidit ». Pourtant, c'est de la physiologie pure. La mue est une période de stress. Le corps a besoin de caroténoïdes et d'acides aminés soufrés pour renouveler les plumes. Les carottes sont une source de bêta-carotène et de méthionine. C'est tout le savoir dont vous avez besoin, pas de microscope, mais une précision de laboratoire. Pour comprendre pourquoi les petites fermes étaient plus résilientes à l'époque, il faut se rappeler la structure du foyer soviétique. En 1980, la parcelle privée moyenne en RSFSR comptait 15 à 20 poules, un ou deux porcs, une chèvre ou une vache, et un jardin de 10 ares. Cela ne semble pas beaucoup, mais ces parcelles fournissaient jusqu'à 40% de la nourriture de tout le pays. Selon les données du Gosplan, les poulets, les porcs et les légumes n'étaient pas seulement de la nourriture. Ils étaient un entrepôt vivant de protéines, de vitamines et de calories à moins d'1 kilomètre de la maison. Quand 1991 a frappé et que les magasins se sont vidés, ce sont ces systèmes de basse-cour qui ont sauvé le pays de la famine. La volaille est redevenue une monnaie d'échange. À l'époque, on disait dans les villages « un œuf est du pain, seulement avec des plumes ». Et voici un étrange paradoxe. Plus nous nous éloignons de l'agriculture naturelle, plus nous dépendons de l'artificiel. Pourtant, une poule possède l'un des systèmes métaboliques les plus parfaits parmi les animaux domestiques. Sa température corporelle est de 41 degrés C. Son métabolisme est frénétique. Son cœur bat 300 fois par minute. Elle traite les aliments en 4 heures, transformant le grain en un œuf, la protéine la plus pure avec un profil d'acides aminés idéal. Le blanc d'œuf contient 8 des 9 acides aminés essentiels, et le jaune contient tout le spectre des vitamines B, D et E, ainsi que des oligo-éléments, sélénium, zinc, cuivre. C'est une bio-usine naturelle, et tout ce dont elle a besoin, c'est que nous n'interférions pas. Mais l'industrie interfère. Depuis les années 2000, une véritable course à la vaccination a commencé. Les oiseaux sont vaccinés contre tout, la maladie de Newcastle, la bronchite, la mycoplasmose, Gumboro. D'un côté, c'est nécessaire, les maladies n'ont pas disparu. Mais quand cela devient un tapis roulant, l'immunité naturelle cesse de fonctionner. À chaque génération de croisement industriel, l'oiseau perd sa capacité à former lui-même des anticorps. C'est pourquoi les anciennes races de village, comme la jubilée de Koutchinsk ou la blanche russe, sont si estimées. Elles sont génétiquement plus rustiques. Leurs œufs ne sont pas de forme parfaite, mais ils sont vivants. Un œuf d'une telle poule se conserve 10 à 12 jours sans réfrigérateur, car il possède une couche protectrice naturelle, la cuticule, que les usines lavent avant l'emballage. Voilà votre réponse sur pourquoi un œuf de village sent différemment. Il conserve le souffle de la coquille. Il est poreux et l'air le traverse. Un embryon de poulet respire même à l'intérieur de l'œuf. Les œufs d'usine, en revanche, sont enduits d'un vernis de silicone pour les faire briller. Et voilà,
Un corps mort, aussi beau soit-il. Passons à un peu de pratique. Si vous voulez garder un troupeau de 150-200 têtes, oubliez le poulailler comme simple remise. C'est maintenant un mini-système qui nécessite de la comptabilité. Premièrement, le microclimat. La température optimale pour les pondeuses est de plus au 18-20 degrés sous, avec 60-70% d'humidité. À 30 degrés sous, la productivité chute de 20%. À 10 degrés sous, elle chute de 15%. Si l'air est trop sec, l'oiseau perd son humidité par la respiration. La coquille devient cassante. S'il est trop humide, le risque de coccidiose augmente, donc une bonne ventilation est plus importante que l'isolation. Construisez un conduit d'admission et d'extraction. Le bord inférieur à hauteur du sol, le sommet sous le toit. La différence de pression crée un tirage naturel. Deuxièmement, l'éclairage. Une poule pond quand elle reçoit au moins 14 heures de lumière par jour. Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité, il s'agit de la qualité. Une lumière trop vive provoque du stress. L'éclairement optimal est de 10 lux. C'est comme une aube douce. Il vaut mieux utiliser des lampes chaudes, 2700, 3000 K. Elles sont plus proches du spectre solaire que les blanches froides. Troisièmement, l'alimentation. Ici, vous avez besoin d'un système, pas d'intuition. Grains et verdure pendant la journée, et le soir, une pâtée humide avec du son, du tourteau d'oléagineux et des légumes racines bouillis. Une fois par semaine, ajoutez un complément protéiné, poisson, farine de viande et d'os ou fromage blanc. Une fois toutes les 2 semaines, fournissez de la cendre ou du charbon de bois. Oui, du charbon de bois. Il absorbe les toxines et améliore la digestion. C'est une méthode ancienne remontant au monastère de Pskov, où il gardait des milliers de poules. Et un autre secret que j'ai soutiré à un vieux volailler de la région de Smolensk, il ajoute une infusion d'ail et d'oignon à la nourriture. Il dit « La poule ne s'enrhume pas et les acariens s'enfuient ». En fait, ça marche. Les phytoncides de l'ail sont un antibiotique naturel. Vous pouvez l'ajouter directement à l'eau, 10 grammes par litre. C'est prouvé par des générations. Maintenant pour l'infrastructure. Si vous passez de 50 à 200 têtes, ne construisez pas plus large, construisez plus intelligent. Divisez le poulailler en sections de 50-60 têtes. Cela facilite le contrôle, réduit le stress et offre de la flexibilité. Vous pouvez les séparer par âge ou par condition. À l'intérieur, installez des plateformes et des perchoirs à une hauteur de 40-50 cm, car une poule doit être assise au-dessus du niveau des yeux humains. De cette façon, elle se sent en sécurité. Et n'oubliez pas la cendre. Un bain sec de cendre et de sable n'est pas un luxe, c'est une désinfection. Sans cela, le duvet de l'oiseau deviendra un foyer pour les parasites. Maintenant, un peu d'économie. Pourquoi les chiffres ne collent pas pour beaucoup, même avec une bonne ferme? Parce qu'ils ne comptent pas la valeur de leur propre travail. Réfléchissez-y. Vous vous levez à 6h, vous nettoyez, nourrissez, lavez les abreuvoirs, ramassez les œufs, puis recommencez tout le soir. C'est au moins 3 heures par jour. Multipliez cela par 30, 90 heures. Si vous vous payez ne serait-ce que 200 roubles de l'heure, cela ferait 18 000 par mois. Ajoutez l'aliment, l'électricité, la litière et le transport. Il s'avère qu'avec 50 poules, vous ne faites que maintenir le roulement, mais vous ne gagnez rien. Mais avec 150, votre travail devient rentable. Les mêmes 3 heures, mais 3 fois plus de produits. C'est ce seuil d'autosuffisance dont l'industrie ne parle pas. Et il garde le silence sur une autre chose, la qualité de vie de l'oiseau. Dans les usines, la densité de peuplement atteint 18-20 têtes par mètre carré. Cela signifie que chaque poule vit sur une surface de la taille d'une feuille de papier. Elle n'a aucune chance de déployer ses ailes ou d'accéder à la terre. D'où la dépression, le cannibalisme et le piquage. Et puis nous mangeons un œuf dans lequel la peur est chimiquement codée. Et nous nous demandons pourquoi les allergies augmentent. L'information biologique est transmise, même subtilement. Et maintenant ce qu'aucune brochure publicitaire ne vous dira. En 2015, des recherches ont été menées en Russie sur la valeur nutritionnelle des œufs de différentes sources. Les laboratoires ont comparé les œufs d'usine, de ferme et de basse-cour. La différence en teneur de vitamine A était de 2,3 fois, en lécithine de 1,8 fois et en acide gras jusqu'à 3 fois.
Mais le plus intéressant était la densité de la coquille. Un œuf de basse-cour est 30% plus solide. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est un indicateur de la santé de la poule. Une coquille solide égale un métabolisme du calcium équilibré qui dépend du mouvement et de la lumière du soleil. C'est pourquoi aucun calcium artificiel ne peut remplacer une promenade dans la cour. Et enfin, dans cette partie, la philosophie du chiffre. Dans toute entreprise, il y a un seuil de magie. Pour un poulailler, il commence après 100. Avant cela, vous prenez soin des oiseaux. Après cela, ils commencent à vous nourrir. C'est le moment où le système atteint sa durabilité, où chaque nouvelle poule apporte déjà un bénéfice net, car l'infrastructure est amortie. Et si vous faites tout correctement, ce point devient le début de votre indépendance. Vous n'avez pas besoin de millions, vous n'avez pas besoin de prêts, et vous n'avez pas besoin d'investisseurs providentiels. Vous avez juste besoin de comprendre comment la biologie et l'économie fonctionnent simultanément. La nature est le meilleur comptable. Elle ne tolère pas le vide et ne donne pas de bonus sans contribution. Donnez à la terre, et elle vous rendra le double. Ainsi, quand vous vous tenez près du poulailler le matin et entendez les poules s'appeler sous le toit, sachez ceci, ce ne sont pas juste des sons. C'est un ancien code de survie transmis par ceux qui ont survécu au blocus, à la famine, à l'effondrement et aux réformes. Tant que nous nourrissons nos oiseaux, nous n'avons pas perdu notre lien avec la terre. Le savoir ne survit que si nous le transmettons. Il y a un mot qu'ils n'aiment pas prononcer lors des forums agro-industriels, la durabilité. C'est trop simple, trop humain. Car la durabilité n'est pas une question d'investissement, c'est la capacité à tenir bon quand tout s'effondre. Prenez par exemple 1998 en Russie. Crise, inflation. Les rayons étaient vides. Les prêts sont partis en fumée. Mais ceux qui avaient des poules ont survécu. Dans la région de Saratov, il y avait tout un village où les femmes ont organisé une artelle, des œufs contre du sucre. Elles échangèrent leurs produits alors que les usines étaient à l'arrêt. Finalement, en un an, elles avaient établi leur propre système commercial sans banque, intermédiaire ou marque. 20 ans plus tard, ce modèle est à nouveau pertinent car tout est cyclique. Et si vous comprenez comment fonctionne votre poulailler, vous êtes hors de la crise. Commençons par les bases. Une poule est un processeur biologique qui recycle tout ce que vous n'avez pas fini de manger. Restes de pain, épluchures de pommes de terre, restes de bouillie. Tout cela est transformé en protéines. 1 kg de déchets alimentaires équivaut à 1 kg d'œufs ou 0,7 kg de viande. Dans une usine, ils appellent cela une faible conversion, mais au village, nous appelons cela du bon sens. Quand tout est connecté, il n'y a pas de gaspillage. Mais si vous voulez que votre système fonctionne régulièrement, vous devez comprendre l'équilibre. Une poule n'est pas un porc, trop de protéines et les reins ne tiendront pas. Pas assez et l'œuf s'étiole. L'optimum, 16% de protéines dans le régime, 3% de matière grasse, 5% de fibres. Et surtout, la variété. Dans la nature, un oiseau ne mange pas la même chose 2 jours de suite. Par conséquent, votre aliment doit être vivant. Grains, verdure, pâté humide et occasionnellement du poisson ou du fromage blanc. Beaucoup demandent « Pourquoi ai-je besoin de ces aspects techniques? Je ne suis pas un éleveur. » C'est parce que sans comprendre la physiologie, il n'y aura pas de résultat. Voici un exemple, le calcium. Tout le monde sait qu'il est nécessaire pour la coquille, mais peu savent que son absorption dépend de la vitamine D3, et celle-ci n'est synthétisée que sous la lumière ultraviolette. Si vos poules restent à l'ombre toute la journée, vous pouvez verser de la craie par seaux entiers. Cela ne servira à rien. En URSS, ils résolvèrent cela simplement. Ils fabriquaient des fenêtres orientées plein sud et installaient des miroirs pour que la lumière pénètre plus profondément. Aujourd'hui, c'est oublié. Pourtant, un simple détail peut augmenter la production d'œufs de 10 à 12%. Ou une autre nuance, les pierres d'estomac. Sans elles, la digestion d'une poule est altérée. Dans la nature, elle picore de petits cailloux et des grains de sable. Si vous gardez les oiseaux sur litière, ajoutez du sable ou du gravier de 2-3 mm. Ce n'est pas de la déco, c'est une nécessité physiologique. Les pierres dans le gésier broient l'aliment, activant les enzymes. Sans elles, le grain ne fait que passer. Ensuite, l'équilibre hydrique et minéral. En cas de carence en sodium, les poules commencent à picorer leurs œufs. Ce n'est pas une mauvaise habitude, c'est une tentative désespérée de reconstituer les sels.
Ajoutez une pincée de sel à l'abreuvoir et le problème disparaîtra. Mais n'en abusez pas, 0,2% de sel par rapport au poids de l'aliment suffit. Si vous voulez remplacer le sel naturellement, fournissez de la cendre de bois de bouleau. Elle contient du potassium, du calcium et des oligo-éléments sous une forme accessible. Parlons maintenant de santé. Coccidiose, mycoplasmose, carence vitaminique. Ce sont des mots effrayants utilisés pour faire peur aux débutants. Mais en réalité, la plupart des maladies sont le résultat du stress et de la surpopulation. La nature ne tolère pas les espaces exigus. Si vous voulez un troupeau en bonne santé, donnez de la terre aux oiseaux, laissez-les gratter, prendre des bains de poussière et chercher des vers. 5 minutes au soleil apportent plus de bénéfices qu'un litre de vitamines en bouteille. Et rappelez-vous la vieille règle. Là où une poule marche, la maladie ne reste pas. Il existe aussi des méthodes de prévention populaires éprouvées au fil des siècles. Pour les parasites, une infusion de Tanésie et d'armoise, 1 litre pour 10 litres d'eau. Pour la diarrhée, décoction d'écorce de chêne. Pour le manque d'appétit, infusion de cynorrhodon ou vinaigre de cidre de pomme, 10 ml par litre d'eau. Ce n'est pas du chamanisme, c'est de la phytochimie. Les plantes contiennent des tanins, des acides et des huiles essentielles qui éliminent les agents pathogènes sans tuer la microflore. Parlons maintenant de l'économie d'aujourd'hui. En 2026, le prix des aliments composés a augmenté de près de 40% par rapport à 2023. De nombreux éleveurs ont fermé. Pourquoi? Parce que leur modèle était linéaire. Acheter de l'aliment, vendre des œufs. Mais si vous produisez le grain vous-même, ou du moins certains composants, vous êtes indépendant. Les fermes soviétiques avaient toujours une base fourragère, trèfle, avoine, maïs, même sur de petites parcelles. Aujourd'hui, cela redevient la clé de la survie. Semez une partie de votre parcelle avec de la luzerne. 2 récoltes par an, jusqu'à 20% de protéines dans la matière sèche. Séchez-la, broyez-la, et vous avez un supplément vitaminique gratuit. Ou semez de l'amarante. Elle fournit de la masse verte jusqu'à la fin de l'automne et est riche en lysine et en calcium. Ces cultures sont injustement oubliées, pourtant, elles créent l'indépendance. Maintenant, concernant le bénéfice secondaire auquel les gens pensent rarement. Un poulailler est une source de chaleur, de fumier et d'énergie. Un mètre cube de litière en décomposition libère jusqu'à 400 calories par kilogramme par jour. Cela signifie que si vous organisez correctement la ventilation, vous pouvez chauffer une serre ou sécher du grain. Dans les fermes collectives soviétiques des années 60, il y avait même des projets de serres biothermiques où le poulailler était relié à une orangerie. La chaleur des oiseaux réchauffe les plantes, et les plantes fournissent de l'aliment, un cercle parfait. Aujourd'hui, cela peut être reproduit. Le fumier n'est pas un déchet, c'est de l'or. 1 kg de fiente de poule contient jusqu'à 1,5% d'azote, 1% de phosphore et 0,8% de potassium. C'est l'équivalent d'un engrais NPK. Diluez-le avec de l'eau au 1,20, laissez reposer une journée et arrosez vos plates-bandes. Juste pas avec du fumier frais, ou vous brûlerez les racines. De cette façon, vous pouvez réduire les coûts d'engrais chimiques à 0. Maintenant, concernant le marketing. Comment vendre si vous n'êtes pas une usine? La réponse est simple, l'honnêteté. Les gens sont fatigués du factice. Montrez où vos poules vivent et ce qu'elles mangent. Filmez une vidéo, postez-la sur les réseaux sociaux, emballez les œufs dans du carton et écrivez la date au marqueur. Cela crée de la confiance. Et si vous ajoutez une histoire, vous gagnez à jamais. Par exemple, œufs de la ferme de Pelageia Ivanovna, aliments, grains, orties, amour. C'est tout. Aucun logo de designer ne peut remplacer cette vérité. Mais pour vendre plus cher, il faut ajouter de la valeur. Exemple, mayonnaise maison faite avec vos œufs, pâte au jaune d'œuf et à l'ail, biscuits, nouilles. Vendez l'expérience, pas seulement l'œuf. Les gens paient pour le sens, pas seulement pour les protéines. Et le sens est dans le vivant. La transition vers la durabilité n'est pas un pas en arrière, c'est un pas plus profond. Nous ne retournons pas vers le passé, nous restaurons un équilibre perdu. Car la personne qui sait comment cultiver sa propre nourriture est déjà libre. Elle ne peut être intimidée par les pénuries, les taux de change ou les échecs logistiques. Et une autre règle importante, apprenez à partager. Si un voisin débute, donnez-lui une douzaine d'œufs pour l'incubation. Si vous avez un excédent de grains, échangez-le contre du lait. Ce n'est pas de la charité, c'est un cercle de confiance. C'est ainsi que vivaient nos grands-pères, et ils ne souffraient pas, car ils savaient, le profit n'est pas seulement de l'argent,
c'est la durabilité de la communauté. La philosophie de la ferme est simple. Moins il y a d'intermédiaires entre vous et la terre, plus vous avez de pouvoir. Et laissez-les vous dire que le village, c'est le passé. En réalité, c'est l'avenir. Car quand le monde perd pied, ceux qui ont de la terre, de l'eau et une poule qui pond un œuf à l'aube sont ceux qui survivent. Rappelez-vous, le savoir n'est pas un diplôme ou un certificat. C'est une compétence transmise de main en main, de nid en nid. Quand vous enseignez à un autre, vous préservez l'espèce. Nous sommes des gardiens, pas des producteurs. Et chaque poulailler est une petite université de la survie. Le savoir ne survit que si nous le transmettons. Quand ils disent qu'une petite ferme ne peut pas rivaliser avec la production industrielle, je souris. Rivaliser? Non. Gagner? Oui. Car l'industrie est bâtie sur la dépendance, tandis que le village est bâti sur l'autonomie. Dans une usine, tout est décidé par les chiffres, mais dans une exploitation, c'est l'humain. Et là où un tapis roulant tombe en panne au premier accident, un paysan survit sur la terre nue. Le secret réside dans la flexibilité. Un système où chaque poule n'est pas un numéro, mais un être vivant, s'adapte à tous les changements. C'est pourquoi les anciennes technologies de village ne sont pas archaïques. Elles sont une forme de bio-ingénierie, affinée au fil des siècles. Regardez comment travaillaient les paysans d'Asie centrale. L'été, la chaleur, l'herbe brûle, le grain est cher. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient l'adaptation au sol salin. Ils mélangeaient l'aliment avec de la cendre et de l'eau et ajoutaient des feuilles de peuplier séchées. Cela réduisait l'acidité dans les intestins des poules et les aidait à mieux absorber les sels minéraux. Et en hiver, à l'inverse, ils leur donnaient du petit lait, du sérum mélangé à de la farine d'avoine. Ce n'était pas une coïncidence, mais de la biochimie précise. L'acide lactique du petit lait favorise l'absorption du calcium et du phosphore. Et tout cela sans un seul gramme d'antibiotiques. Prenez les régions du Nord, Arkhangelsk, Vologda. Là-bas, vous avez l'obscurité et le froid jusqu'à -30 en hiver. Comment gardaient-ils les oiseaux? Le poulailler était isolé avec de la mousse et de la sciure, mais surtout, il n'essayait pas de faire pondre les poules toute l'année. C'est crucial. En hiver, l'oiseau a besoin de repos. Cela permet aux ovaires de récupérer, à la mue de se passer naturellement et aux plumes de se renouveler. L'oiseau se repose, et l'œuf est plus tard plus solide et plus blanc. Mais une usine ne peut pas se permettre le repos. Là, chaque œuf est une statistique, et la poule est remplacée après 1 an comme une pièce de rechange. Au village, une poule vivait 3 à 4 ans, et l'œuf était vivant non seulement par le goût mais par l'énergie. Et voici la leçon principale pour les éleveurs modernes. Si vous voulez une ferme durable, ne cherchez pas la continuité, cherchez le rythme. La nature vit selon des cycles: repos, croissance, fruits, déclin. Alignez-vous sur ces rythmes. Donnez du repos, obtenez de la qualité, ignorez la saison, perdez tout. Maintenant, concernant une chose qui manque à 90% des aviculteurs débutants, les registres et l'analyse. Les anciens tenaient des carnets pour une raison. Ils avaient des entrées, 25 kg d'orge utilisés cette semaine, un déficit de 6 œufs. C'était leur comptabilité. Aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose, mais en plus intelligent. Créer un tableau: consommation d'aliments, température, humidité, production d'œufs. Après 3 mois, vous verrez des schémas. Par exemple, les jours froids, la production chute. Cela signifie que le problème n'est pas l'aliment, mais le microclimat, où une forte humidité coïncide avec la diarrhée chez les jeunes oiseaux, ce qui signifie qu'il est temps de vérifier la ventilation. C'est ainsi que naît la science de la gestion du troupeau. Non pas à partir de théories, mais de l'observation. Passons aux chiffres. Pour une rentabilité stable avec 150 têtes, vous devez maintenir une productivité de 80%. Cela signifie 120 œufs par jour. Si le coût d'un œuf, en tenant compte de l'aliment, de la lumière, de l'eau et de l'amortissement, est de 4,5 roubles et que vous le vendez 8, votre bénéfice net est de 420 roubles par jour, environ 12 000 à 13 000 par mois. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un chiffre propre. Pas de dette, pas d'intermédiaire. Ajoutez la transformation et vous atteindrez 30 000 à 40 000. Mayonnaise maison, pâtes, tartes, séchage de protéines pour l'aliment, tout cela est de la valeur ajoutée. Parlons maintenant de la façon de réduire les coûts sans perdre en qualité. Premièrement, l'automatisation. Ne craignez pas la technologie, faites-en simplement votre servante. Une simple mangeoire à trémies pour 50 kg là permet d'économiser 40 minutes de travail par jour.
Un abreuvoir à flotteur en économise 15 autres. Une minuterie pour la lumière, moins 1 heure. Au lieu de 3 heures par jour, vous avez 1 heure et demie, et pourtant le résultat est le même. Ce n'est pas de la robotisation, c'est libérer du temps. Deuxièmement, le cycle des ressources. Un poulailler peut être relié à une serre. L'air chargé d'ammoniac va dans la serre. Les plantes reçoivent de l'azote. L'oxygène propre revient aux oiseaux. Installez un tuyau et un ventilateur, et vous avez une boucle fermée. En URSS, ces schémas étaient appelés agro-écosystèmes. Ils étaient utilisés dans la région de Tachkent pour cultiver des tomates en hiver en utilisant la chaleur des poulaillers. Imaginez combien d'énergie est gaspillée aujourd'hui. Troisièmement, la sécurité biologique. Vous n'avez pas nécessairement besoin de construire en béton et d'installer une station sanitaire. Il suffit d'avoir une zone tampon, une parcelle d'herbe entre le bâtiment d'élevage et la route. Elle retient la poussière, les spores et les parasites. Une autre technique est la rotation des espèces. Après chaque lot de poules, laissez sortir des canards ou des oies à cet endroit. Ils mangent les larves d'insectes et assainissent le sol. Rotation naturelle sans produits chimiques. Maintenant un peu sur les races, car cette question décide souvent du sort de la ferme. Pour la zone centrale, la jubilée de Koutchinsk, la saumon de Zagorsk et l'Adler argenté sont idéales. Toutes sont de sélection soviétique, résistantes au froid et rustiques. Si la région est chaude, regardez la pailletée d'Orlov ou la combattante d'Ouzbékistan. Ne soyez pas rebutés par le nom. Ces oiseaux sont calmes, juste génétiquement forts. Ils ne tombent pas raides à cause de la chaleur et mangent moins d'aliments composés. Les croisements comme la Lohmann Brown sont uniquement pour ceux qui sont prêts à nourrir exactement selon le manuel. Pour une basse-cour, les races anciennes, lentes mais vivantes sont préférables. Un autre secret est la sélection et le renouvellement du troupeau. Ne gardez jamais toutes les vieilles poules. Renouvelez un tiers du troupeau tous les 2 ans. Élevez les jeunes vous-même, c'est rentable et sûr biologiquement. Dans l'incubateur, contrôlez la température, 37,8 degrés, et l'humidité, 55%. Après le 18e jour, augmentez l'humidité à 65%. Mais si vous voulez le faire à la manière villageoise, mettez les œufs sous une poule couveuse. Son instinct est infaillible. Elle sent la température avec son bec et sait quand les retourner et quand presser. Un incubateur fait des erreurs. Une poule couveuse n'en fait pas. Et les poussins élevés sous elle survivent 20% de mieux. Passons à un sujet rarement abordé, le lien émotionnel. Oui, cela semble étrange, mais les oiseaux sentent le propriétaire. Si vous arrivez en colère, ils deviennent méfiants. Des études montrent que les niveaux de stress chez les poules diminuent quand une personne leur parle d'une voix douce. Même une fréquence vocale de 200-400 Hz est perçue comme calmante. Alors, parlez-leur. Ce n'est pas de la sentimentalité, c'est de l'éthologie. Et maintenant, la vérité du marché. Pourquoi l'œuf de village n'a-t-il pas pris sa place sur les rayons? Parce qu'il ne peut pas être inséré dans les normes industrielles. Il manque d'uniformité. L'un est légèrement plus gros, un autre a une tache. Mais cette imperfection même est la marque de la vie. D'ici 2025, de petites coopératives ont déjà commencé à apparaître, vendant des produits sous la marque œufs vivants. Elles unissent les agriculteurs et vendent directement par abonnement. C'est la nouvelle économie. Pas de masse, mais honnête. Et elle se développe. Si vous voulez entrer là-dedans, commencez petit. Rassemblez 3 voisins qui ont de la volaille. Créez une marque commune. Convenez de normes. Que chaque lot passe par un contrôle unique. Odeur, couleur, goût. Pas de produits chimiques, pas de tromperie. C'est déjà un réseau. Et un réseau, c'est le pouvoir. C'est ainsi que les premières artelles sont nées dans les années 30, et ce sont elles qui ont sorti les villages de la pauvreté. Et maintenant, la philosophie. Tout ce dont nous parlons n'est pas seulement une question de nourriture, c'est une question de pouvoir sur le temps. Quand vous gardez vos propres poules, vous n'attendez pas de chèque de paie, vous ne dépendez pas des livraisons et vous ne craignez pas les pannes de courant. Vous avez votre propre matin, votre propre cycle de vie. C'est cela la vraie liberté. Oui, cela sent le fumier et demande du travail, mais c'est l'Occident de l'indépendance. Rappelez-vous comment, dans l'enfance, le matin commençait par le chant du coq. Ce n'est pas juste un son, c'est le signal que le monde est vivant. Quand les coqs disparaissent, le lien entre les générations disparaît. Mais quand ils reviennent, le village reprend vie. Par conséquent, chaque nouveau poulailler est une petite révolution. Pas contre quelqu'un,
mais pour soi-même. Alors, si vous regardez cette vidéo et pensez « Peut-être devrais-je essayer ?» Ne réfléchissez pas, agissez. Achetez une douzaine de poules, construisez un abri chaud, nourrissez-les correctement. Comptez vos coûts et progressez vers votre chiffre. 150, 200, 300. C'est votre chemin vers la durabilité. Pas vers la richesse, mais vers la prospérité. Il y a une énorme différence. La richesse, c'est quand on a tout. La prospérité, c'est quand on a assez. Et quand vous sortez dans la cour un matin, que vous respirez l'odeur de la paille et entendez la coquille craquer quelque part dans un nid, sachez ceci, vous avez fait la chose la plus importante. Vous avez récupéré une vie dans laquelle tout ne dépend pas de la politique ou du marché, mais de vos mains, de votre terre et de votre foi. Le savoir ne survit que si nous le transmettons. Si cette histoire a changé votre regard sur l'aménagement familier d'une cour de village et sur ce qui se cache réellement derrière un simple œuf de basse-cour, abonnez-vous à notre chaîne et mettez un pouce bleu. Nous ouvrons les pages de l'histoire et du savoir que beaucoup ont tenté de vouer à l'oubli. Construisons notre avenir ensemble et reprenons notre indépendance. Le prochain coffre de connaissances s'ouvrira très bientôt.